Bonjour à tous et toutes. On va recommencer doucement le temps que tout le monde rentre dans la salle. Donc je suis Eduardo Fernazzo, chef du département gestion publique comparée au sein du bureau de la recherche de l'IGPDE, et j'ai la joie et l'honneur d'animer cette table ronde intitulée, comme vous le savez, et comme c'est indiqué sur vos programmes, l'IA, levier d'amélioration et de modernisation de l'action publique. Alors l'objet de cette table ronde sera de rentrer un peu plus dans le détail et de discuter de ce que l'IA présente comme potentiel pour repenser l'action publique, qu'il s'agisse à la fois d'améliorer le fonctionnement interne de l'administration ou de renouveler les relations qui lient cette administration à ses usagers. Alors partant du constat que, comme ça a été précisé lors de cette conférence inaugurale, les projets IA se déploient à vitesse grand V au sein de l'administration, cette table ronde s'ouvrira donc sur une sorte d'état des lieux des dimensions de l'action publique qui sont aujourd'hui, ou qui semblent aujourd'hui en tout cas, les plus impactées par l'intelligence artificielle. Nous ferons ensuite un focus plus précis sur deux points qui nous ont semblé extrêmement importants et qui ont été en partie évoqués ce matin déjà. D'une part, dans la mesure où le fonctionnement de l'IA est en partie déterminé par la quantité et la qualité des données qu'elle utilise, nous nous pencherons sur les enjeux qui structurent la politique publique de la donnée. Et puis, d'autre part, nous conclurons cette table ronde, si nous avons le temps, en essayant de comprendre s'il existe des conditions de pilotage et de gouvernance à l'échelle d'une direction, d'un service, du projet d'IA, qui sont plus favorables que d'autres pour intégrer l'intelligence artificielle au cœur de la machine administrative. Merci beaucoup à tous les quatre d'être parmi nous aujourd'hui. Alors pour débuter, une question assez générale, je me tourne vers vous, Guillaume Avrin. Si on dresse un panorama aujourd'hui, une sorte d'état des lieux des usages de l'IA au sein de l'action publique, est-ce qu'il y a des dimensions plus spécifiques qui vous semblent impactées par l'intégration de l'IA, et dans quel domaine, finalement, son application au service public vous semble la plus aboutie ? Merci beaucoup pour la question. Un grand merci pour l'invitation. Ravi de pouvoir participer à cette table ronde avec mes collègues. Et donc, sous le contrôle justement collectif, je dirais que je vois trois grandes catégories de cas d'usage de l'IA pour l'action publique. On a je dirais l'IA au service de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble des agents sur les métiers du quotidien, sur les actions du quotidien, pour par exemple l'aide à la rédaction de mails, le traitement de données sur tableur et autres. Enfin vraiment sur tous mes métiers du quotidien, comment est-ce que j'arrive à utiliser l'IA pour être plus efficace, plus performant, plus rapide dans mes actions, peut-être aussi avec un meilleur niveau de qualité du rendu. Enfin, l'IA pour tous, en gros. Ça, je dirais que c'est le premier niveau. Il est du coup commun. C'est un besoin qui est en IA, qui est commun à l'ensemble des administrations, à l'ensemble des ministères et des services déconcentrés de l'État. C'est l'IA pour chacun. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui a un certain degré de synergie entre différents ministères. Je dirais que c'est tout ce qui est fonction support des ministères, des administrations et de ces services déconcentrés, avec typiquement l'IA pour les services RH, l'IA pour la gestion de paie, etc. Enfin vraiment, tout est la communication, la formation dans ces différentes administrations, toutes les fonctions support pour lesquelles l'IA peut apporter des solutions, des compléments, et donc qui sont pertinentes dans une politique de transformation de l'action publique par l'IA. Et puis le dernier niveau, c'est un niveau qui est plus spécifique à chaque mission de service public, à chaque portefeuille ministériel, sur, par exemple, à la DGFiP, des enjeux d'identification de fraude fiscale. Et donc, on est vraiment sur un métier qui est très ciblé, avec du coup la DGFiP, un service spécifique qui a la main sur ce projet de transformation de son action, de sa mission de service public par l'IA. Et il y a finalement assez peu de synergie, en tout cas sur le modèle qui est développé, qui est éventuellement fine-tuné, on pourra revenir sur le sujet, pour cette application spécifique.
on a assez peu de synergie avec les autres besoins des autres ministères, et les synergies seront plutôt à chercher sur les infrastructures qui sous-tendent ces modèles plutôt que sur le modèle lui-même qui lui est propre. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces trois grandes catégories de cas d'usage qui me semblent pertinentes à considérer, qui ont leur propre, comme c'est des catégories qui ont leur propre spécificité, la stratégie, encore une fois sous le contrôle de mes collègues, la stratégie mise en œuvre pour répondre à ces besoins n'est pas forcément la même. On ne va pas aborder le sujet de la même manière, pas en activant les mêmes leviers. Et puis, sur ce qui... parmi ces cas d'usage, ceux qui aujourd'hui me semblent les plus matures, finalement, ça rejoint le constat qu'on fait dans les entreprises. On a de plus en plus d'entreprises qui, pardon pour l'anglicisme et pour le core business, choisissent de déployer des technologies d'IA parce qu'ils se disent que c'est grâce à ces intégrations de technologies d'IA qu'ils pourront garder un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises positionnées sur le marché. Finalement, elles vont transformer ce métier spécifique de l'entreprise. Et j'aurais tendance à dire que pour l'administration, je ne sais pas Stéphanie si tu fais le même constat, mais que c'est des cas d'usage qui sont signaux faibles qu'on a évoqués sur le foncier innovant par exemple, sur les détections alors je me rappelle plus exactement du cible CFVR. Sur la détection de fraude fiscale par l'IA, sur ces applications très spécifiques, finalement, c'est des systèmes qui sont déjà déployés, qui sont donc déjà matures, qui apportent déjà un retour sur investissement pour l'État. Donc je dirais que c'était ça, c'est ce que je vois comme étant le premier domaine. Alors vous l'évoquiez, hein, il y a des degrés divers de portage de ces projets. Stéphanie Cher, face à ces projets aux maturités diverses, quel est le rôle de la DINUM dans le déploiement de l'IA au sein de l'État? Et puis est-ce que vous pouviez peut-être illustrer un peu par un ou deux cas d'usage plus spécifiques ce rôle de la DINUM? Comme l'a dit Guillaume, et je te rejoins parfaitement sur ce point, c'est que l'État déjà n'a pas découvert l'IA il y a 18 mois, et bien heureusement. Peut-être qu'on peut encore faire davantage, et on voit qu'il y a une accélération de la prise en compte de l'IA sous toutes ses formes, avec le boost depuis 18 mois de l'IA générative. Mais déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des algorithmes plus ou moins compliqués. Hein. Tous n'ont pas besoin de tourner sur des cartes graphiques, par exemple, avec la grosse puissance de calcul. Tout ce qui va être détection apporte beaucoup de plus-value à des services de l'État. Signaux faibles, vous l'avez cité, tu l'as recité, Guillaume, j'ai lancé ça en 2016. Donc, c'était quand même il y a 8 ans. J'étais hier en région Centre-Val de Loire. Ils faisaient la façon dont ils l'utilisaient. Bon, c'est utilisé maintenant dans toutes les régions. C'était rapprocher des bases de données de la Banque de France, de l'URSSAF, de l'activité partielle des directs, à l'époque les DRETS aujourd'hui, et des éléments financiers également connus des entreprises pour... mis bout à bout, repérés par de l'intelligence artificielle et des algorithmes de régression, en fait, apprendre du passé pour prédire l'avenir. Et ça, c'est des choses qui sont bien maîtrisées avec des algorithmes qui se sont perfectionnés, qui sont à la portée, alors peut-être pas tout le monde, il faut quand même un data scientist dans l'équipe pour arriver à bien définir, à caler le modèle, mais on peut le faire dans de très nombreux domaines. Là, en l'occurrence, c'était l'appui économique aux entreprises pour aller avec les effectifs dont on dispose en région au plus précis, au plus proche des entreprises qui en ont besoin. Mais la même chose peut se faire dans le domaine social quand on vient déployer des aides publiques, d'aller au-devant des demandes et faire de la proactivité. Et en fraude fiscale, tout ce qui va être détection de schémas de fraude, il y a tout ce champ. Donc le choix qu'on a fait à la DINUM pour accompagner les ministères de se saisir de ce nouveau potentiel technologique, c'est déjà avec humilité de regarder le sujet ensemble avec des cas d'usage très concrets et le faire avec les entreprises du secteur privé. On a la chance d'avoir tout un terreau assez fertile en France de PME qui travaillent sur le sujet, mais aussi nos laboratoires de recherche, l'INRIA, le CNRS, la Centrale Supélec qui participent à Alliance, un incubateur de projets IA
c'est en ligne, alliance.numérique.gouv.fr. Vous y trouvez à la fois la communauté, mais aussi les premiers projets qui sont déjà lancés. Il y en a 9. Donc en 18 mois, on a réussi par ce biais-là, à lancer des projets. Alors un où la DINUM est très présente, c'est l'appui aux agents Maison France Service. Ce sont des agents qui sont en guichet unique pour l'ensemble des administrations. Donc on voit bien la masse de savoir qu'il faut avoir en tête pour répondre aux citoyens, parfois sur 11, 12, 13 guichets réunis en Maison France Service. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser la puissance de l'IA générative, réentraînée sur nos bases documentaires, et on a la chance d'avoir des données de qualité avec servicepublic.fr, pour aider l'agent à mieux faire encore son travail, à préparer les rendez-vous, à gagner du temps et à être encore plus efficace dans la réponse aux citoyens. Bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ce type de projet est compliqué parce que l'agent n'avait pas l'habitude d'utiliser l'outil, donc il y a un accompagnement pour utiliser un nouvel outil. Et puis derrière, le modèle réentraîné, il n'est pas bon du premier coup. Donc il faut savoir écouter, adapter les interfaces, mais aussi revoir le modèle en tant que tel. Là où on voit les cas d'usage émerger le plus rapidement en matière d'IA générative, c'est dans les tâches de bureautique. Et c'est là que sans doute il y a déjà un peu de shadow IT dans les ministères qu'on va chercher à limiter au maximum en ayant très vite l'IA qui vient dans les outils du quotidien. Et là, je parle de, par exemple, faire un résumé d'un rapport, d'une note. On sait que l'IA générative fait ça très bien. C'est des tâches très courantes au sein des ministères, des administrations. Faire de la traduction également, là aussi, il y a des outils maintenant très performants. Donc, de pouvoir introduire cela dans les outils du quotidien. La transcription dans les projets Alliance, on a pu soutenir une équipe de France Université Numérique qui a dorénavant l'outil de transcription automatisé. C'est 3000 heures de cours des universités qui ont comme ça, grâce à l'outil presque du jour au lendemain, pu être transcrits. Très important pour l'accessibilité des cours et en même temps avec des outils souverains où tout le savoir-faire, tous ces cours ne partent pas dans des outils non maîtrisés. Donc c'est la façon dont la DINUM aujourd'hui accompagne à la fois l'ensemble des administrations par des outils proposés directement par la DINUM, et on met ça sous la marque Albert avec en particulier un focus sur le bureautique, donc ça se passe dans la suite numérique proposée par la DINUM aux agents publics, et après un accompagnement plus métier, comme tu le citais, vers des métiers qui brassent souvent beaucoup de données. Donc on a aussi un projet expérimental avec l'autorité environnementale pour accompagner la lecture de données en masse pour la rédaction de rapport. Donc, c'est pas l'IA qui rédige le rapport, mais on vient apporter un outil à l'agent public pour l'aider dans sa tâche de gestion d'un grand nombre d'informations, parfois difficiles à appréhender à l'échelle humaine. Et donc, il faut savoir aussi les utiliser pour ce pourquoi ils peuvent apporter le plus de valeur. Et c'est la raison pour laquelle, quand la DINUM accompagne les équipes métiers, on cherche toujours à définir une métrique, souvent du gain de temps, d'efficacité, mais à laquelle on se tient pour savoir très vite, quand on teste en grandeur réelle avec des agents qui vont utiliser, si ça répond à la question. Parce que sur l'IA générative, il faudra aussi parfois tester, se dire que ça ne répond pas, on passe à d'autres cas d'usage. Et ça, c'est une nouvelle dynamique aussi de gestion des projets informatiques qu'on est amené à accompagner avec plus d'agilité, des cycles plus courts. Et ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on va avoir besoin de faire pour développer plus largement encore avec d'autres cas d'usage l'IA générative et l'IA de manière générale au sein de la sphère publique. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Cosmina. Vous avez entendu depuis 2 heures ce qui se passe en France en termes de gouvernance, en termes de projets qui sont déployés. Est-ce que vous trouvez des concordances avec ce que vous vivez en Grande-Bretagne et de quelle manière l'intégration de l'IA à l'action administrative se fait en Grande-Bretagne? Donc, quand on pense aux tâches gouvernementales, eh bien, il y en a beaucoup, mais il y en a 3 que j'aimerais mentionner tout particulièrement. Tout d'abord, il y a la communication avec la population, c'est-à-dire donner des informations concernant les différents services publics qui sont fournis. Deuxième grande tâche,
donner accès aux citoyens à leurs droits et troisième grande tâche, arriver à des décisions politiques. Et donc j'aimerais parler de ces trois tâches un peu plus en profondeur. Tout d'abord, la communication. Eh bien, le gouvernement ici doit informer les citoyens à propos des services qui sont fournis, les droits qui leur sont dus, l'environnement politique, etc. Et avec l'IA, et surtout depuis l'arrivée de ChatGPT en 2022, eh bien, toutes les organisations gouvernementales depuis sont venues nous voir et nous ont demandé, eh bien, est-ce que l'IA pourrait répondre à toutes les demandes de nos citoyens ? Et la réponse, en fait, est non, nous n'en sommes pas encore là. Ce n'est pas le cas non plus avec les grands modèles de langage. Nous avons essayé de créer des outils qui pourraient permettre de répondre aux administrés, notamment sur les questions fiscales. Mais ce n'est pas idéal parce que, en fait, l'IA utilisait des informations qui n'étaient pas forcément, par exemple, le code fiscal de manière précise. Et d'ailleurs, dans la vidéo de ce matin, j'ai vu qu'on parlait donc du chatbot qui a été créé par le gouvernement. Alors ici, c'est un bon exemple. C'est un projet qui a commencé à petite échelle et puis qui s'est développé en se reposant sur les forces de notre site internet. Donc est un des sites, le site gouvernemental est un des plus utilisés au monde. Et c'est un site qui a permis de regrouper en fait tous les sites publics du Royaume-Uni, donc au moins 500 administrations. Et maintenant, il y a un site donc centralisé avec un design similaire, avec un certain nombre de ressources qui doivent être utilisées de la même manière. Et quand on a un site de ce type, on peut commencer à créer un grand modèle de langage qui s'appuie sur ces données, sur ce site internet et qui permet d'améliorer l'expérience des citoyens en répondant à leurs questions. Alors, où en est-on avec ce chatbot ? Eh bien, il est dans sa 5e phase. Il a répondu aux questions notamment des entreprises de 15 000 personnes. Ce système est disponible sur 30 sites aujourd'hui. C'est encore en phase de test. Nous allons voir ce que cela donne. Mais l'objectif est donc de donner accès à ce chatbot aux 11 millions de personnes qui utilisent le site toutes les semaines. Et il faudrait qu'il soit disponible sur les milliers de pages qui se trouvent sur le site du gouvernement britannique. Mais voilà où en est la technologie et cela nous montre ce que l'on peut faire en ce qui concerne la communication avec les citoyens. Deuxième domaine dont je souhaitais parler, concernant les droits de nos citoyens. Alors, le gouvernement, comme vous le savez, doit fournir à ses citoyens des licences, des passeports. Au Royaume-Uni, c'est 8 millions de passeports qui sont octroyés chaque année. Il y a aussi toutes les questions de services sociaux avec les certificats qui sont délivrés chaque année. Et dans ce cadre, il y a eu beaucoup de demandes. Par exemple, certains services voulaient savoir si l'on pouvait avoir un outil pour identifier les enfants qui devraient avoir accès à certains services sociaux. Et c'est impossible ici d'avoir un outil qui fait ça exactement. Et d'ailleurs, les grands échecs que l'on a vus dans le domaine de l'IA étaient liés à ces automatisations des services sociaux. Et donc, nous avons dit au gouvernement d'examiner en fait les parties constituantes de ce système automatisé. Parce que, par exemple, quand on demande un passeport, eh bien, il y a beaucoup de petites transactions. Par exemple, vérifier une photo, extraire du texte, vérifier une adresse, etc., etc. Et nous avons fait une étude qui montre que le gouvernement central fait 8 milliards de ces actions chaque année et un grand nombre d'entre elles peuvent être automatisées. Par exemple, vérifier une photo de passeport.
extraire des petites chaînes de texte, etc. Donc ici, pour ces petites microtransactions, il peut y avoir une utilisation de l'IA. Mais on a tendance à peu parler de ces outils. Parce qu'en fait, ce n'est pas une utilisation qui va faire la une des journaux, ce n'est pas le rêve que l'on a pu nous vendre, mais c'est ici que l'IA peut être particulièrement utile et c'est ici que l'on peut avoir des bénéfices qui sont faciles à tirer. Et donc, troisième domaine que je souhaitais mentionner, les décisions de politique publique. Une fois encore, réfléchissez aux différentes lignes budgétaires. Il y en a plus de 15 000 dans le budget au Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'informations dans chaque ligne budgétaire. Il y a 52 000 décisions politiques au Royaume-Uni. Et cela correspond à 1200 milliards de livres sterling. Et donc, si l'on trouve une utilisation potentielle de la technologie pour que les décisions soient plus efficientes, eh bien ici, on peut faire de grandes économies. Alors ici, il s'agit vraiment presque plus de sciences des données que d'outils d'IA. Et la question intéressante ici, c'est de voir comment on peut utiliser les technologies pour faire des tâches qui sont difficiles pour nous en tant qu'humains. Donc cela peut être par exemple l'analyse des interdépendances, une compréhension généralisée. Donc si l'on développe des outils, des modèles qui peut faire ressortir des interdépendances entre certaines lignes budgétaires, qui peut permettre de vous dire quelle part de l'argent investi dans la santé va donner lieu à de meilleurs résultats, eh bien ici, il y a de grandes opportunités. Alors, un exemple du département de l'économie, donc centre pour les entreprises, il y a eu de grandes questions concernant le marché du travail depuis maintenant longtemps. Par exemple, que se passe-t-il si une grande entreprise ferme? Que se passera-t-il si l'on lance un programme d'amélioration des compétences, etc., etc. Eh bien, ici, nous avons utilisé un modèle, donc du bas vers le haut, qui analyse tout d'abord les différents employés et puis ensuite les niveaux suivants. Et en fait, ce modèle nous permet d'avoir de vraies simulations politiques, des simulations granulaires pour voir ce qui va se passer si on investit dans une compétence donnée, pour voir par exemple à quel point les personnes qui sont laissées sur le bas-côté vont pouvoir trouver un autre emploi, etc., etc. Et c'est un outil qui peut nous permettre d'être très efficaces. Donc, je m'en arrêterai là pour le moment avec ces trois domaines. Mais voilà à peu près où nous en sommes pour le moment. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Louis. Vous avez entendu depuis ce matin donc le contexte, mise en place de l'IA au sein de l'État français, puis maintenant au sein de l'État britannique. Vous avez observé la mise en œuvre concrète de ces nouvelles technologies dans des contextes organisationnels variés, entre généralement les objectifs qu'on assigne à l'IA et la mise en place concrète de ces outils, de ces solutions IA au sein de collectifs de travail. Est-ce que vous observez fréquemment des écarts entre, on va dire, la théorie et la pratique? Et est-ce que ces écarts peuvent être dus parfois à certaines résistances? Et si oui, de quelle nature sont-elles? On a une envie d'explicabilité très forte autour de l'IA. On a un droit à l'explication qui perle dans beaucoup de textes, même avant l'IA, qui vient, on va dire, du constat que les algorithmes, en général, ou les technologies de la donnée, prennent une place de plus en plus importante dans la manière dont nous sommes gouvernés au quotidien et dont les décisions sont prises. Et sans rejeter cet apport du big data ou de la donnée, eh ben, on se dit qu'on ne voudrait pas finir dans une société complètement kafkaïenne. Et donc, on voit émerger un droit à l'explication, avec des attentes qui gonflent. Plus les technologies du big data promettent d'avoir une emprise sur nos décisions, plus, inversement, on a des attentes dans la littérature éthique et chez les régulateurs et législateurs autour de cette explicabilité. Explicabilité d'ailleurs qui apparaissait ce matin dans la petite vidéo didactique sur l'intelligence artificielle. Sauf que d'autre part, on a une technologie parfaitement opaque. Alors je parle des intelligences artificielles, on va dire la nouvelle génération d'intelligence artificielle qui alimente
on va dire, le boom actuel, et donc on va restreindre, quand je dis intelligence artificielle, excusez-moi, je vais restreindre mon propos, on va dire, à ces algorithmes de nouvelle génération, de deep learning, ils sont très difficilement explicables. Et donc on a une envie d'explication qui est confrontée à une immaturité des solutions techniques proposées pour expliquer les algorithmes. On a un champ qui se développe, qui est un champ académique, qui s'appelle l'XAI, qui a avalé quelques champs qui lui préexistaient, qui est un champ qui est animé autant par des académiques que par des industriels, et qui vivent à expliquer l'IA, à produire des outils pour expliquer l'IA. Mais malgré ces progrès, on peut voir le verre à moitié plein. La vérité, c'est que le verre est aussi à moitié vide. Les outils d'XAI, les outils pour expliquer l'IA, sont encore incapables de nous donner une explication complète et franche de comment un réseau de neurones a pris une décision. Et donc on est allé voir des organisations de tout type, privées, publiques, grandes, petites, aussi bien des hôpitaux et l'armée que des startups ou des entreprises unipersonnelles. On est allé voir des organisations qui avaient des corps de métier qui préexistaient à la donnée, des constructeurs de drones, de trains. Et on est allé voir aussi des organisations qui sont nées avec les technologies de la donnée ou avec l'IA. Et on est allé voir qu'est-ce qui faisait d'explicabilité. Comment ils géraient ça. Alors, je ne vais pas m'étendre infiniment sur les résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'on constate déjà qu'effectivement, ils ont du mal, que les outils qu'ils utilisent sont insuffisants par rapport aux attentes qui sont en train d'être formulées dans les lois qui apparaissent aujourd'hui. Le deuxième point qui nous a surpris, c'est que ce qui leur manque, c'est aussi des process pour rapprocher les experts métiers qui vont utiliser ces outils d'explicabilité de la conception de ces outils d'explicabilité. C'est qu'à un moment, on va construire des outils pour donner des explications à des experts métiers, afin qu'eux-mêmes expliquent à des destinataires de décision pourquoi cette décision a été prise. Donc il faut que ces outils soient adaptés à ces experts métiers. Ce qui veut dire de faire rentrer ces experts métiers, ça peut être des comptables, ça peut être des médecins, ça peut être des militaires, dans le processus de conception, non pas de l'IA, mais des outils pour expliquer l'IA. Ce qui est c'est une tâche complexe, ce qui est une tâche qui mobilise beaucoup d'équipes en management de l'innovation. Il y a des innovations avec les innovations, enfin, on va dire les technologies logicielles qui ont amené à des nouvelles manières de gérer les processus d'innovation. Là, on voit qu'on a quelque chose encore de nouveau. L'expert n'est pas mobilisé de la même manière et pour les mêmes tâches que dans les anciens systèmes experts. Donc, il faut inventer des nouvelles manières de rapprocher les experts. Et puis, en dehors des outils, on s'est aperçu qu'on avait un énorme déficit dans les organisations, qui est un déficit de process et managérial. Je m'explique. Pour apporter une explication au destinataire d'une décision, il faut un protocole pour collecter cette demande d'explication, pour la détecter, la collecter, la transmettre dans l'organisation, la traduire en termes compréhensibles par l'organisation. Si je trouve qu'une décision prise par l'État ou par une organisation, par une banque, est injuste, il faut que traduire cette injustice en nomenclature, en protocole, la prioriser, la transmettre aux bonnes personnes en interne, gérer les questions de données en interne. Ce qui demande de construire un processus de l'explication, et ce n'est pas seulement une question d'outils. Ce qui demande aussi de construire un processus managérial, avec des équipes qui ne visent pas cette explication comme une contrainte, mais des équipes qui sont, je vais utiliser un méchant anglicisme, incentivées, mais on va dire des équipes qui sont encouragées et mettre l'explication au cœur de la mission du département qui est en charge de l'IA. Et là-dessus, on a un problème. C'est que la plupart de la littérature éthique qui disait « il faut de l'explication de l'IA », elle partait souvent d'un... Je vais caricaturer un petit peu pour schématiser, mais elle partait de deux présupposés. Elle partait du présupposé que finalement, si on demande aux acteurs qui conçoivent les IA ou qui les déploient d'expliquer les décisions, on va s'assurer en amont qu'ils se posent certaines questions. Si on leur demande de vérifier que leur IA, par exemple, ne pratique pas de discrimination, ils seront sensibles à ces questions-là. Donc proactivement, ils seront incités à y répondre. Et puis en aval, ils vont être amenés à vérifier que leur système vérifie certaines contraintes morales, mais aussi de sécurité. Donc pour ça, la loi a eu tendance, et on sent une tendance, quand j'en discute aussi avec des régulateurs, à vouloir identifier des responsables de cette explication. Donc on avait une explication
chez le régulateur et dans la littérature éthique qui était expliquer pour comprendre. Comprendre pour prévenir des risques divers, moraux, de sécurité, etc. Sauf que nous, ce qu'on voit, c'est que dans les organisations, c'est reçu de manière complètement inverse. Expliquer pour se justifier. Identifier des personnes responsables, c'est mettre beaucoup de poids et faire rentrer l'organisation dans une logique qu'on appelle IBL dans notre domaine, notamment en sociologie des organisations, en gros une logique de blâme. Ça produit souvent les effets exactement inverses de ceux qui étaient attendus. D'ailleurs, la plupart des organisations HRO, c'est-à-dire des organisations hautement résilientes, d'organisations qui ont vraiment fait de la gestion des risques et de la résilience de leurs organisations leur cœur de métier, en fait, ont tendance à éviter d'attribuer comme ça des responsabilités qui tomberaient toutes sur les épaules d'un homme, parce que ça produit les effets inverses. On cache. On se concentre sur ce qu'on sait expliquer quand on veut justifier. On ne se concentre pas sur ce qu'on ne sait pas faire. L'attention n'est pas mise sur ce qu'on ignore. L'attention est mise sur ce que l'on sait faire, sur l'explication qu'on peut fournir. Et donc, il y a un renversement complet des attentes qu'on avait sur cette explication, de la manière dont c'est reçu dans les organisations et des dynamiques organisationnelles que ça produit. Je vais prendre un exemple qui est dans le domaine médical. On est allé voir des concepteurs d'IA qui servaient au diagnostic médical. Et lors des phases de paramétrage de cette IA, ils ont fait en sorte que cette intelligence artificielle, qui est aidée au diagnostic, soit le plus sensible possible. C'est-à-dire, ait tendance à ne jamais ignorer une maladie, quitte de temps en temps à surréagir et à détecter plus souvent des maladies qui n'existaient pas que l'inverse, faire des faux positifs. Et les médecins, lors de la phase de conception de cette IA, ont dit « mais c'est ça qu'il faut faire. Moralement, on ne veut pas passer à côté d'une maladie importante. » Et une fois qu'ils ont appliqué cet outil d'IA en pratique et qu'ils l'ont testé, ils se sont aperçus que ça posait un problème. La machine, elle sonnait tout le temps. Comme la machine sonnait tout le temps et signalait tout le temps des maladies qui n'existaient pas, il fallait que les médecins prennent un temps infini pour se justifier de pourquoi est-ce qu'ils pensaient que ce n'était pas le cas. Ils perdaient du temps. Or, évidemment, d'un point de vue éthique, passer à côté d'aucune maladie, c'est critique. Mais gagner du temps, c'est critique aussi. Le temps qui était passé à expliquer pourquoi une maladie n'existait pas était du temps qui n'était pas alloué aux soins, à l'accompagnement de patients, et puis même au fait de voir plus de patients. Enfin, je pense qu'on est tous sensibles au fait qu'on manque de bras et de temps dans le monde du soin. Et donc, en fait, cette IA, elle a fini par être de moins en moins utilisée jusqu'à ce que quelques langues se délient et qu'on revienne en arrière et qu'on rende l'IA moins sensible. Alors peut-être elle passera de manière epsilonesque à côté d'une maladie, mais elle gagnera tellement de temps que plus de personnes seront soignées. Et cette transcription du concept éthique à une éthique organisationnelle qui porte aussi sur la poursuite de l'activité, et ben c'est là-dessus qu'on a un accompagnement à faire pour les organisations publiques comme pour les organisations privées d'ailleurs. Merci beaucoup. Du coup, ce que je vous propose après ces premières interventions, qui je pense ont bien fixé le cadre, évidemment, c'était de faire un focus sur le gouvernement des données, sur la politique de la donnée, en vous mobilisant, Cosmina, pour vous demander si, généralement, vous identifiez des obstacles qui sont liés à cette politique de la donnée lorsqu'il s'agit de créer des systèmes d'intelligence artificielle et finalement, que peut faire le secteur public pour les surmonter? Les administrations publiques ont des énormes quantités de données qu'ils obtiennent avec en fait les opérations quotidiennes. Et en fait, ces données ne sont pas exploitées. Et c'est lié au problème liées à la collecte et au stockage de ces données. Donc, en fait, ces données sont, disons, dans les tiroirs, en papier. Et d'autres données sont sur des systèmes anciens qui sont très difficiles à accéder ou à analyser. Et il y a aussi des contrats d'héritage, disons, qui font que c'est très difficile d'accéder à ces données. Et la pandémie, finalement, a eu un effet
très positif parce que la pandémie a vraiment mis à nu ces questions. Donc, on n'avait pas vraiment d'idée sur qu'il manquait de ces politiques et qu'il nous manquait de beaucoup de détails concernant les données dont nous disposions. Et de plus, nous avons appris que les transferts de données étaient pratiquement impossibles entre les échelons nationaux et locaux. Donc, tout cela doit être corrigé si on veut exploiter toutes les données qui sont détenues par les administrations. Mais il ne s'agit pas que d'un problème lié aux données, c'est aussi un problème d'ordre organisationnel. Et les administrations sont souvent cloisonnées et la concurrence entre les ministères, entre les secteurs pour des ressources moindres, en fait, c'est ça qui bloque les transferts de données qu'il y aurait autrement. Et les administrés veulent conserver leurs données et ne veulent pas les transmettre à d'autres. Et donc, il en va de même pour les administrations elles-mêmes. Or, on a besoin de ce transfert, mais on ne veut pas investir des grandes sommes. Or, ce n'est pas possible. Au Royaume-Uni, ce que nous faisons, le nouveau gouvernement souhaite créer en fait une bibliothèque de données pour régler ces problèmes d'infrastructures sous-jacents. Quel rôle aurait cette bibliothèque? Alors, on ne sait pas tout à fait encore. Nous allons en apprendre plus sur les semaines et mois qui arrivent. Alors, ce ne sera pas du tout exhaustif, mais je vais citer peut-être 1 ou 2 points nouveaux avec l'IA par rapport aux anciennes technologies de données. La première, c'est qu'on s'aperçoit qu'on voit l'émergence d'une nouvelle expertise qui est de critiquer les bases de données. C'est pas seulement vérifier qu'elles soient justes et bonnes, c'est critiquer les bases de données et la manière. Donc, ce qui demande avoir une expertise métier pour savoir quelles sont pour qualifier les données, mais aussi avoir une expertise métier pour voir pourquoi ces données pourraient être mal comprises par l'IA. Ça demande aussi de connaître comment fonctionnent un petit peu les algorithmes et quels sont les types d'erreurs qui sont souvent produites. Et cette expertise, on va dire, croisant et données et critique de la donnée, donc et le métier et critique de la donnée, elle est rare, elle est à accompagner et elle est à valoriser. Ça peut être un peu ingrat, c'est des prises de risques, et elle est à valoriser. Associé à ça, il y a la question de la notation. Les IA, comme on dit, garbage in, garbage out. Rentrer des données mauvaises dans l'IA, elle sera parfaitement abrutie. Et donc, il faut vérifier que ce type de données abrutissantes n'entre pas dans la machine. Ce qui veut dire annoter les données. Annoter les données, c'est très compliqué, parce que ça veut dire, pour l'IA, d'avoir des quantités de données très importantes et de qualité, et donc d'avoir des gens capables d'annoter ces données de manière intelligente. Or, on a des données trash. Je pense au domaine militaire. Ça veut dire annoter des images de champs de guerre. Donc, il faut être préparé à ça. Qu'est-ce qu'on a vu comme exemple? Pédocriminalité ou contenu raciste. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il faut être entraîné, puis il faut être préparé et accompagné psychologiquement pour annoter ce genre de données. On ne les donne pas à n'importe qui. Mais en même temps, il faut les donner à des gens assez qualifiés pour le faire. Ça veut dire c'est très chronophage aussi d'expertise. C'est-à-dire aussi mobiliser des experts qui vont annoter de la donnée. Ou fonctionner par système de délégation. Mais dans ce cas-là, il y a tout un travail d'accréditation qui est extrêmement compliqué à accompagner. Alors, on peut toujours utiliser des premières bases de données annotées pour les gonfler par intelligence artificielle, c'est-à-dire reproduire de la donnée synthétique. Mais c'est assez compliqué à accompagner. Et là-dessus, il y a un travail managérial sur comment est-ce que je mobilise des experts pour annoter ces données avec ce que ça a parfois de gênant, de sensible. Et comment après j'accompagne l'attractivité de ces experts une fois que les données ont été annotées. Et là, je soulignerai un point qui est le point de la maintenance. La plupart des projets qu'on a suivis étaient des projets qui étaient lancés en IA. Sauf qu'on commence à voir des projets qui rencontrent des difficultés parce que les questions de maintenance n'avaient pas été mises en place. C'est-à-dire que tout ce travail de données, de vérification des données avait été mené en amont pour entraîner la machine. En fait, on s'aperçoit qu'il faut, dès la conception des outils d'IA, penser qu'est-ce qui pourra les abrutir dans le futur. C'est-à-dire pas seulement regarder comment est-ce que l'IA a été mal entraînée maintenant, mais regarder comment l'IA pourra être rendue, et c'est inévitable dans toutes les IA, comment est-ce qu'elle va devenir obsolète à moyen terme ou à court terme. Et donc ça veut dire mettre en place des systèmes de contrôle et de vérification des bases de données
de maintenance, et donc avoir des experts capables de le faire dès le projet de conception, et puis de tester cette maintenance tout au long du process. C'est des tâches compliquées qui demandent vraiment des compétences complexes, qui demandent un accompagnement managérial de ceux et de celles qui s'en occupent, qui sont vraiment à prendre très au sérieux, qui ne sont pas que des tâches techniques, qui sont des tâches éminemment managériales ou processuelles. Merci beaucoup, Stéphanie Cher. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'il y a des enjeux plus spécifiques qui se posent sur cette politique de la donnée? Et puis concrètement, on l'a évoqué, ce travail de maintenance, ce travail sur la qualité des données, comment ça se traduit concrètement dans le travail administratif et puis dans l'action de la DINUM? Alors, il est certain que l'IA générative, avec la façon dont elle s'entraîner, remet l'accent sur la qualité de la donnée. En France, on a la chance d'avoir investi dans ces politiques d'ouverture de données depuis maintenant 10 ans. Et ça, je pense, c'est un atout, en fait, pour l'ensemble de l'écosystème, pour entraîner des modèles de langage. Pour donner quelques chiffres, on est premier en Europe, et ce depuis plusieurs années, sur l'open data, donc les données ouvertes, et on est dans les premiers pays au niveau de l'OCDE. C'est le site data.gouv.fr, décliné avec aujourd'hui différentes thématiques, des schémas de données, parce qu'il ne faut pas uniquement de la donnée ouverte, il faut aussi de la donnée ouverte de qualité. Donc, de plus en plus, on accompagne les producteurs de données avec des schémas de données qui sont eux-mêmes standardisés pour faciliter leur utilisation. Parce que finalement, dans cette politique de la donnée qu'on anime à la DINUM, on a cette casquette on prend l'anglicisme de Chief Data Officer pour l'État. Il faut que cette donnée circule, puisse être utilisée d'un ministère à l'autre. Et très souvent, le ministère producteur de la donnée est un des utilisateurs, mais souvent les utilisateurs sont ailleurs. Et c'est toute l'importance d'avoir l'animation de cette politique pour que la donnée circule. Et on a beaucoup de progrès encore à faire pour les données non ouvertes, pour qu'elles circulent davantage, que le dites-le une fois soit une réalité dans toutes les démarches, même si on progresse. Il y a 70% des démarches les plus utilisées par les Français qui sont à des critères de dites-le une fois qui deviennent corrects. Mais néanmoins, il y a 30% où ça ne l'est pas. Donc, on a cette animation d'ouverture de données requêtables par API, mais dans le même temps, avec l'émergence générative, ça nous pousse à toujours aller de l'avant. C'est pas parce qu'on est premier qu'il faut pas poursuivre. Cette année, par exemple, a pu être ouvert l'ensemble des données de Météo France, un grand nombre de données. C'était très attendu par la communauté. On sent bien qu'à l'époque du changement climatique, disposer de ces données-là pour des utilisations IA ou pas IA, c'est très intéressant. Et après, derrière, ça nous pose aussi les questions de la façon dont les modèles sont entraînés. Il faut voir que la plupart du temps, on utilise des modèles qui ont été entraînés avec énormément de données prises sur Internet. On ne sait pas forcément quelles ont été les données utilisées pour ces modèles. Il y a très peu de modèles qui sont très transparents sur l'ensemble des données utilisées. Et que par la suite, puisque c'est des technologies sans doute qui vont continuer à progresser, on peut se dire que d'investir dans des bases de données, notamment francophones, qui permettent de l'entraînement de modèles, c'est un investissement d'avenir. C'est parce que ça nous permettra de plus en plus d'avoir des modèles élaborés en respectant notre droit, le droit de propriété intellectuelle, par exemple, reprenant aussi des masses de données dans notre langue, avec notre culture, là où les modèles sont beaucoup aussi entraînés en langue anglaise et avec des données d'autres pays et donc d'autres cultures aussi, ce qui peut amener des biais culturels dans les réponses. Et ça, c'est des travaux, alors avec le ministère de la Culture en chef de file, mais qui sont menés à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, parce que finalement, la plupart des États membres ont ce même souci que nous, que d'avoir des modèles qui répondent bien dans leur langue, avec leur culture. Il y a une structure, un EDIC, l'ALTEDIC qui a été créé. Et en précurseur de ça, au niveau français, la DINUM a accompagné une start-up d'État du ministère de la Culture. Je vous invite d'ailleurs à consulter parce que vous pouvez jouer avec. Et par rapport à la thématique de cette journée, c'est toujours intéressant de se confronter à différents modèles. Il s'agit de Comparia. Donc vous allez sur comparia.beta.gouv.fr et vous avez là la possibilité de jouer en comparant des modèles. Donc, vous posez une question et il y a le modèle A, le modèle B, en anonyme, qui vous répond. Et ça permet de matérialiser le fait que
différentes IA ne vont pas apporter les mêmes réponses et qu'on est sur quelque chose qui est probabiliste, mais qui est aussi lié au fait que toutes ces intelligences artificielles ont été entraînées sur des données à chaque fois un peu différentes et donc ne vont pas répondre la même chose entre elles, mais aussi à chaque fois. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Guillaume Avrin. Ça a été dit, l'administration est assise sur une mine d'or en termes de données, ce qui suppose aussi de poser la question de ce qu'on a appelé l'interopérabilité entre des transferts de données entre différentes directions, entre différentes entités publiques. Est-ce que ça a été un axe privilégié de votre action et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu quelques avancées sur ces points-là significatives à votre sens ? Il y a un gros travail qui est fait par les équipes elles-mêmes. Je pense notamment aux data lakes qui ont été mis en place par la DGCCRF, la DGFIP, le SSP Cloud qui a été mis en place par l'INSEE. On a donc des initiatives portées par différents services d'ouverture, de partage de leurs données pour que d'autres services puissent effectivement construire des solutions d'intelligence artificielle, des solutions de traitement de données à partir de ces corpus. Donc c'est plutôt en bottom-up. Et par ailleurs, en top-down, on a effectivement, et les résultats sont excellents, on a data.gouv.fr, on a finalement cette action de coordination, de partage de bonnes pratiques entre les administrations qui permettent de s'assurer que ce que font ces différents services que j'ai mentionnés, effectivement, ça profitera au service d'à côté quand lui aussi il aura envie de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits, les avantages de l'intelligence artificielle. Donc il y a ce travail-là, il y a tout le travail d'établissement d'un cadre autour de ce partage de données. On a évoqué le travail fait par la DINUM sur les formats de données, c'est extrêmement important de pouvoir définir ce cadre clair pour qu'effectivement les données soient partageables et réutilisables. Il y a aussi un travail sur l'accès à la donnée, la sécurisation de ces données, en lien avec l'ANSSI. Donc on a tout ce cadre finalement de confiance et d'interopérabilité qui sera nécessaire pour effectivement accélérer le partage de données. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les infrastructures. Et c'est ce qu'on finance le plus dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA. Stéphanie a évoqué l'ALTEDIC, donc qui est financé par cette stratégie, avec la France qui pilote un consortium de 16 États membres au niveau européen pour justement rassembler l'ensemble des ressources nécessaires à l'entraînement de modèles d'IA à l'état de l'art. Donc les données, bien sûr, les données en langue qui correspondent aux langues de l'Union européenne, et en particulier le français. C'est l'Anguilla au niveau national qui a vocation à travailler sur les données en français pour les mettre à disposition à la fois des acteurs publics et privés. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA, on finance également l'INA, la BNF, pour justement permettre à ces bases d'archives, à ces grands détenteurs de données, finalement de les mettre à disposition des acteurs qui développent des algorithmes d'intelligence artificielle pour favoriser l'innovation et mieux répondre à nos cas d'usage. On finance également pour les applications génération automatique de code, un certain nombre de vos services font du code, font de la programmation. On a besoin d'être compétents sur ces algorithmes de génération de code. Il s'avère qu'on a la plus grosse, il me semble, ou l'une des deux plus grosses bases de données de code au monde. C'est la base de données de Software Heritage qui est hébergée à INRIA, qui est financée par l'UNESCO. Et donc, on les finance également dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA pour pouvoir effectivement être innovant en ayant accès à la meilleure donnée, la donnée en plus grande quantité. Merci beaucoup. Vous me faites une transition parfaite du coup pour la dernière partie de cette table ronde avant de prendre quelques questions sur la gouvernance administrative de l'IA, non pas à l'échelle interministérielle ou étatique comme cela a été discuté tout à l'heure, mais plutôt à l'échelle d'un collectif de travail, à l'échelle d'un projet IA qui est peut-être entre plusieurs directions. Et nous avions donc dans l'idée de vous interroger, notamment Louis, sur est-ce que vous identifiez des défis organisationnels plus spécifiques dans la gouvernance d'un projet IA, que ce soit de sa conception jusqu'à sa mise en œuvre à l'échelle d'un collectif de travail. Je pars développer les points précédents. J'aimerais juste en souligner un nouveau. On va dire qu'il n'est pas un défi de demain, mais je vais dire un défi d'après-demain. Depuis tout à l'heure, depuis ce matin, et c'est normal parce que c'est ce qu'on fait depuis 2-3 ans, on a une pensée très mécanique de l'IA. J'ai des données en entrée, la computation, et puis l'IA me fournit une décision, et puis il y a un acteur derrière qui dit oui, non, j'y crois pas. L'exemple le plus courant, qu'on a d'ailleurs qui est revenu très souvent chez l'ensemble d'entre nous, c'est le médecin.
On a parlé des médecins. Alors le médecin, il utilise une IA de diagnostic. Puis, c'est en son fort qu'il décide oui ou non. C'est normal qu'on prenne cet exemple parce qu'il y a des gros progrès en IA médicale. Et aussi parce que si on regarde par exemple le champ de l'explicabilité de l'IA, la première discipline qui parle d'explicabilité de l'IA, c'est les computer science. Et la deuxième, c'est la médecine. Et après, toutes les disciplines concernées, c'est epsilonesque en quantité d'études produites. Donc les médecins, c'est un très bon exemple. En même temps, c'est un exemple très trompeur. Parce que la plupart du temps, l'IA n'est pas utilisée comme ça. L'IA, le but de l'IA, c'est décider vite, plutôt bien, et donc de bénéficier d'une relative autonomie. Ce qui veut dire être mise en réseau. Ce qui veut dire avoir une conception, non pas mécanique, mais cybernétique de l'IA. L'entrée de l'IA, c'est la sortie d'une autre IA. On a pris l'exemple du chatbot, comme si le chatbot allait piocher derrière dans des données qui étaient produites par les services des ministères. Demain, le chatbot, il va piocher dans des données qui ont été produites par des IA, qui elles-mêmes ont pioché des données qui ont été produites par des IA, qui reposent sur des données des ministères. Je veux dire, on a nécessairement une partie des données qu'on va produire qui vont être le fruit de l'intelligence artificielle. En médecine, c'est de plus en plus le cas. On a des protocoles médicaux qui sont issus de méta-analyses, qui sont issus de diagnostics, qui ont été partiellement conçus par des IA. Ce qui veut dire que cette logique, cette réflexion qu'on a sur comment réguler, comment accompagner, qui est donnée, on va dire brute, produite par des capteurs qu'on connaît, traitement de ces bases de données, travail sur les algorithmes, et puis vérification par un humain si c'est valable ou pas, est complètement annulée du moment qu'on a une logique cybernétique où les IA sont connectées entre elles, et de manière autonome, et avec une partie des données qui sont elles-mêmes les outputs, le fruit d'une réflexion d'une autre IA. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas encore préparé. Alors c'est normal, mais je pense qu'il faut appréhender ces questions de manière plus cybernétique. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous trouvez des correspondances avec ce qui vient d'être dit ? Et puis, plus précisément, on le sait, hein, l'administration, puis plus généralement les finances publiques sont assez contraintes. Est-ce que du coup, porter des projets IA au sein de l'administration, ça suppose certaines tâches, par exemple de mutualisation ? Louis Voirin tout à l'heure évoquait le fait que sur ces projets IA, il y a une nécessité de faire discuter experts et profanes, évidemment. Est-ce que voilà, cette mutualisation est une des pistes qui est poursuivie au sein de la DINUM ? Et puis, Guillaume Avrin, si vous souhaitez rebondir également, n'hésitez pas. Je pense que déjà, oui, ce sont des technologies qui peuvent être chères, hein, notamment en IA générative, puisqu'il y a cette phase d'apprentissage où on met dans les mains un nouvel outil, mais aussi derrière, il faut faire tourner ces algorithmes, souvent sur des cartes graphiques. Donc, il faut garder ça en tête. Ça veut dire que ça va valoir le coup d'investir sur des projets d'IA générative si on a un gain significatif. Donc, ce qu'on fait à la DINUM, plus généralement sur les produits de systèmes d'information, mais en particulier quand il s'agit de SI à base d'intelligence artificielle, c'est de bien définir sa métrique qui va permettre de mesurer le bénéfice de cet investissement. Et ça, c'est essentiel. Dès le départ, il faut voir si on va baisser les délais et de façon assez drastique, hein, de 2 par exemple, augmenter l'efficacité d'action sur telle ou telle tâche. Ça, c'est le métier qui a une intuition au démarrage de ce que va lui faire gagner l'IA, et il faut qu'il se fixe une métrique. Comme ça, dès qu'on teste, et là aussi on pousse nous beaucoup, hein, généralement en matière de numérique aujourd'hui les méthodes agiles, hein, avec des cycles itératifs très courts, la confrontation très rapide avec les utilisateurs, c'est aussi très important quand on parle de nouveaux outils à base d'intelligence artificielle. Comme ça, très vite, et dès les premiers 6 mois normalement, on est en capacité de voir si les utilisateurs ils trouvent leur compte. Alors, on sait qu'on n'est pas au maximum des possibilités dans les premières phases, mais au vu des investissements à faire, ça permet ensuite d'arbitrer, de dire on poursuit ou non, et à la fin, on pérennise, on déploie plus largement si les gains sont là. Donc ça, c'est la première réponse de l'agilité, travailler main dans la main numérique métier, donc en mode produit,
pour aller sur les cas d'usage à impact. Et c'est là qu'on aura une bonne efficacité de la dépense publique. La deuxième chose, c'est que quand on est au sein de l'État, on manipule très vite des données sensibles. Les algorithmes d'IA génératifs doivent plutôt tourner sur des cartes graphiques, donc on ne va pas les avoir dans son bureau sur son ordinateur. Donc, ça appelle quand même une vigilance en matière de souveraineté, de savoir où vont tourner ces algorithmes. Et là-dessus, on a un cadre déjà bien défini et c'est une chance, la stratégie cloud que citait Guillaume tout à l'heure. Et dans le cadre de cette stratégie cloud, finalement, on sait où on peut mettre des données sensibles, donc où on peut faire tourner pour l'État ces algorithmes. Et là aussi, quand il s'agit d'utiliser des clouds interministériels, on va avoir tout intérêt à mutualiser nos investissements. En termes d'efficacité de la dépense publique, mutualiser ces cartes graphiques dès l'instant où il y a des investissements pour qu'elles tournent à plein régime et qu'elles soient bien utilisées par tous ceux qui en ont besoin au sein de l'État. Savoir aussi utiliser les acteurs privés qui sont sur ce segment de SecNum Cloud et qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser le cloud computing de façon sécurisée pour de la donnée sensible. C'est le cas déjà aujourd'hui. La DINUM, dans le cadre finalement de ce qu'elle a mis en place qui s'appelle Albert, une IA générative souveraine, on vient utiliser des modèles libres qu'on implémente sur nos propres outils pour tester. Et puis en production, on utilise le SecNum Cloud. Et là, on vient mutualiser. Pour vous donner aussi quelques informations sur du coup la manière dont s'organise cette stratégie de transformation de l'action publique par l'IA. Donc on a une stratégie nationale pour l'IA avec un comité de pilotage dans lequel on a la DINUM, la DITP, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Recherche notamment. Et on a besoin. Donc on a une stratégie nationale pour l'IA qui a vocation finalement à être un peu nos orientations pour nous assurer que l'action publique dans le domaine de l'IA est bien optimisée et répond aux enjeux de tous les portefeuilles ministériels et des différents services de l'administration. Et donc, par exemple, s'assurer qu'on a une bonne... Pour prendre un exemple parmi N, sur le sujet de la commande publique, on sait que la commande publique, c'est un sujet utile pour la transformation de l'action publique par l'IA. C'est aussi un sujet qui impacte directement la politique industrielle de la France dans le domaine de l'IA, puisque la commande publique contribue aux stratégies de développement de nos entreprises, de nos startups dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc typiquement, ce comité de pilotage va être un peu une instance où on s'assure de la cohérence sur ces sujets qui sont à la frontière des différents portefeuilles ministériels et des services, des différentes finalement stratégies de l'État. Par contre, on a besoin de pilotes. Pour chacun des sujets, on a besoin d'une entité, d'un service qui pilote plutôt les aspects politiques industriels, d'un autre service qui est plutôt sur les aspects politiques de recherche, d'un service qui est plutôt orienté politique de transformation de l'action publique par l'IA. Et clairement, la DINUM, la DITP pilote cette action pour l'ensemble en interministériel, pour l'ensemble des ministères. Et donc, finalement, ils ont leur stratégie qu'ils définissent, qu'ils partagent au sein de cette instance, mais c'est leur domaine de responsabilité, de la même manière que la DGRI est pilote sur les sujets politique de recherche pour l'intelligence artificielle et que la DGE pilote les aspects politiques industriels de l'IA. Donc c'est la manière dont c'est organisé sous ton contrôle, cité Stéphanie, pour, on va dire, ces collaborations entre services. Et après, donc, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été publié très récemment, qui concernait l'intégration de l'IA pour la transformation des métiers de Bercy. Et il y a une recommandation qui est faite dans ce rapport qui concerne la mise en place de coordinateurs ministériels, c'est-à-dire d'un référent au sein du ministère qui justement va pouvoir s'assurer que toutes les équipes concernées par l'IA ont bien accès au même niveau d'information, ont bien accès au partage, au retour d'expérience des différentes équipes. J'imagine que ce sera un interlocuteur privilégié pour la DINUM et la DITP. C'était sous Jean Castex, comme Premier ministre, qui avait, par circulaire, demandé leur désignation. Ça venait à la suite déjà de ces administrateurs ministériels des données. Ils sont en train de prendre du poids, chacun dans leur ministère. On voit bien, de par nos échanges, qu'entre la donnée, les algorithmes et l'IA, on est sur un continuum. Donc, il est intéressant que ce soit ces mêmes personnes qui traitent de l'ensemble des sujets.
souvent, ils ont la double casquette de directeur du numérique et ils ont un administrateur ministériel délégué à plein temps qui permet d'animer la politique. Il s'avère que c'est un peu le hasard du calendrier, mais j'ai réuni justement cet après-midi et on va parler d'intelligence artificielle, mais aussi plus globalement de circulation de données, parce que c'est là aussi que sont les enjeux aujourd'hui. Et en effet, c'est important qu'au sein de chaque ministère, on ait ces relais pour susciter aussi l'initiative, identifier les innovateurs qui vont saisir de projets d'IA, de cas d'usage très concrets, et savoir y consacrer du temps, parce que pour lancer des beaux produits numériques, il faut des personnes dédiées, des équipes, et ça a besoin aussi de s'animer au niveau de chaque ministère. Sans être trop long, peut-être pour continuer sur ce que je voulais dire. Ensuite, il y a au-delà de ces articulations entre services, il y a la recherche d'un continuum. Par exemple, sur la transformation de l'action publique par l'IA, on a les fonds FTAP qui sont disponibles sur un certain montant maximum de financement pour ces projets. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'on puisse, si la DINUM identifie que on a besoin demain d'un nouveau modèle de fondation, par exemple, multimodal pour répondre à qui soit adaptable pour ces métiers particuliers, et étant donné que l'entraînement d'un modèle de fondation nouveau, ça coûte plusieurs millions d'euros, parfois le fine-tuning coûte aussi extrêmement cher. En fait, là, on dépasse les enveloppes FTAP, et du coup, France 2030 est là pour prendre le relais justement sur ces projets qui sont plus onéreux, qui prennent un peu plus de temps. Malheureusement, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut absolument qu'on soit efficace sur ces continuums du financement et du relais entre les services pour qu'à la fin, on réponde à ce besoin, cet enjeu qui est inévitable de la transformation de notre action par le numérique au sens large. Merci beaucoup. Cosmina, je me permets de vous donner le mot de la fin avant de prendre quelques questions. Dans vos travaux récents, vous évoquez le terme de service public progressif grâce à l'IA et aux data science. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette notion et comment elle s'inscrit dans le déploiement de l'IA au sein des collectifs de travail, si possible assez brièvement qu'on ait le temps de prendre quelques questions. Merci. Oui, avec plaisir. Vous savez, récemment, nous avons publié un article dans Political Quarterly sur la manière dont nous pouvons construire des services publics avec l'IA. Nous avons ressenti le besoin de rédiger cet article pour la raison suivante. En fait, il y a nombre de personnes qui identifient ces utilisations technologiques comme la continuation logique de l'agenda général, c'est-à-dire on se concentre sur la productivité, sur la réduction des coûts en mettant en place des processus automatisés et en remplaçant les individus qui mènent à bien ces tâches. Alors, certes, la productivité, c'est un petit peu le rêve absolu en matière d'intelligence artificielle. Pour autant, nous avons une chance de réaliser ce rêve. Mais si c'est juste ça, le rêve pour l'intelligence artificielle, eh bien, dans ce cas, le cauchemar le plus important, c'est des inégalités croissantes. Nous savons que ces technologies nous mènent vers un avenir où, vous le saurez, les bienfaits et les dommages ne sont pas répartis de manière équitable. Donc, ce que nous avons dit dans cet article, c'est que les gouvernements qui souhaitent se concentrer là-dessus doivent absolument se concentrer sur la productivité, certes, mais aussi sur la question de l'équité. Et d'ailleurs, la désignation d'Elon Musk au sein de la nouvelle administration Trump, qui prendra la tête d'un ministère chargé de l'efficacité et de l'efficience du secteur public, ne va faire que empirer la chose. Donc je crois que nous devons absolument nous concentrer sur ces thématiques et faire en sorte que nous les défendions et que nous les placions en première ligne. Nous exprimons aussi certaines recommandations, notamment de nous concentrer sur les emplois, créer une unité d'insertion numérique pour s'assurer que l'ensemble des citoyens et citoyennes fassent partie, leur donner la connectivité, les dispositifs et les compétences pour avoir accès aux outils IA, faire en sorte que les questions de l'équité, de la justice et des biais soient une priorité et que l'on s'en empare très directement. Nous défendons également la nécessité de construire une expertise technique au sein des gouvernements. Ça, nous pensons que c'est absolument crucial pour comprendre comment est-ce que le secteur public
public peut bénéficier de ces technologies, mais pour savoir aussi comment négocier des contrats avec les fournisseurs techniques et technologiques. En termes de structure organisationnelle, eh bien, heureusement, le gouvernement du Royaume-Uni s'engage dans le bon sens en construisant un centre numérique de gouvernement qui sera une capacité centralisée ainsi qu'un centre d'expertise. Ils travailleront dans tout un ensemble de domaines politiques. Dans notre article, nous recommandons également qu'il y ait un directeur général ou même un échelon plus élevé qui en soit responsable. Nous pourrions même avoir un ministre chargé de l'innovation publique, juste pour mettre l'accent sur l'importance de ces technologies, avoir vraiment quelqu'un au sein d'un cabinet gouvernemental qui les défendra. Mais nous présentons aussi la nécessité d'avoir des centres de connaissances à grande échelle au sein de ces industries et administrations publiques. Nous avons un flux constant d'informations entre les centres et entre les centres dédiés. Ensuite, si l'on pense au travail et au côté progressiste, alors ça veut dire deux choses. Il faut d'abord se développer par phase et ensuite défendre la réforme sociale. Et donc je pense que nous pouvons réfléchir à cet objectif, celle de construire une expertise au sein des gouvernements et d'identifier les bonnes structures pour le faire. Ça, ce sera décentralisé par étapes. Il faudra du temps pour le faire. Je pense que nous pouvons aussi nous concentrer sur la question de l'équité de pair avec la productivité. C'est ça qui défendra le reste. Donc oui, je crois que nous devons toutes et tous y réfléchir davantage, notamment dans le climat actuel. Merci beaucoup à tous les quatre. Je crois qu'on peut vous applaudir et vous remercier pour vos différentes interventions.